Salut, c'est Gaspard G. À l'occasion des élections européennes qui auront lieu le 9 juin prochain, j'ai décidé de rencontrer avec mon équipe toutes les têtes de liste des partis politiques crédités à plus de 5% dans les sondages. Valérie Ayé pour Renaissance. Exactement, c'est la première fois. Raphaël Glucksmann pour l'Alliance Place Publique Parti Socialiste. On m'a dit que j'avais entre 5 et 10 secondes pour répondre. Manon Bry pour la France Insoumise. Tu fais du waterpolo ? Ouais. Ah ouais ? Ah, je savais pas. D'où le... Ah mince. François-Xavier Bellamy pour les Républicains. C'est bon, merci beaucoup. J'ai déjà abusé de ma dose quotidienne de café. Marie Toussaint pour les écologistes. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Enchanté. Et Marion Maréchal pour Reconquête. Perchiste, il faut avoir des bras là pendant 1h30. Ça va se passer. Vous remarquerez qu'il en manque un, Jordan Bardella du Rassemblement National, qui n'a malheureusement pas donné suite. Et ça fait plusieurs semaines, voilà, donc je me permets de vous recontacter. Dommage. Mais enfin, ça ne nous a pas empêché de créer cette série d'entretiens décomposée en 5 vidéos thématiques. Ces thèmes, c'est vous qui les avez choisis et jugés comme prioritaires si vous me suivez sur ma chaîne YouTube et mon compte Instagram. Dans cette vidéo, j'ai posé 8 questions aux 6 candidats, leur permettant ainsi de se positionner et de confronter leur point de vue. Cette 5e et dernière vidéo est consacrée à l'identité européenne. C'est parti. Ok, super. Bon, et puis je termine par vous. Si vous êtes prêts, on est prêts. Au taquet. Je vais commencer avec une question très simple. Ça veut dire quoi pour vous être européen ? Être européen, ça veut dire être héritier d'une civilisation magnifique qui a maintenant 25 siècles d'histoire. C'est être l'héritier d'une histoire complexe. Eh bien, c'est déjà vivre sur le continent européen, un continent de tradition à la fois grecque, romaine et aux racines chrétiennes. C'est être porteur d'un projet politique qui est la construction d'un continent de droit, de liberté, de démocratie. C'est cette histoire incroyable qui fait de nos pays des démocraties, qui fait que nous tenons à la liberté. Ça veut dire être démocrate, être attaché à la liberté. Être européen aujourd'hui, c'est partager des frontières en commun, c'est Erasmus pour beaucoup. Ça veut dire partager un espace, un continent qu'on parcourt parfois avec Erasmus. C'est le fait de pouvoir s'ouvrir à l'autre. Ça veut dire partager des valeurs, la valeur de la démocratie, la valeur de l'état de droit, j'espère la valeur de l'écologie, la valeur de l'égalité. Et ça veut dire aussi connaître la valeur de la paix. Il y a beaucoup de termes d'ailleurs qui sont dérivés de ce mot Europe aujourd'hui. Il y a les europhiles, celles et ceux, les amoureux de l'Union européenne. Il y a les eurosceptiques, celles et ceux qui critiquent, qui doutent sur la viabilité, son utilité. Il y a les euroréalistes, je connaissais moins celui-là, qui représente les critiques, enfin plus modérés. Chez vous, chez Renaissance, on est quoi ? Quelle est la ligne de cette liste que vous conduisez ? Vous avez oublié les Eurobéas. Les Eurobéas, je connaissais pas. Qui peuvent être liés aux europhiles, mais c'est un peu la caricature de ceux qui prônent l'Europe pour l'Europe. Nous, on est des pragmatiques. On considère que c'est en renforçant l'Union européenne qu'on va renforcer la France. Et donc europhile, évidemment, mais europhile réaliste et pragmatique. Il faut sortir de ce délire, en fait. L'Union européenne, on y est. Il n'y a plus aucun parti politique en France qui veut sortir de l'Europe aujourd'hui. On est critique du fonctionnement actuel de l'Union européenne, donc forcément réformiste, puisqu'on ne souhaite pas sortir de l'Union européenne, mais on souhaite en changer le cap, la politique et les objectifs et le fonctionnement. Écoutez, nous on est pour l'Europe parce que c'est la seule bonne échelle pour lutter contre le dérèglement climatique et faire reculer les injustices. Mais on veut une autre Europe, on veut mieux d'Europe. Une Europe qui ne se laisse pas avaler par le tout marché, mais qui, au contraire, est réorientée socialement et écologiquement. Viscéralement attaché à la construction européenne, au projet européen. Ça ne veut pas dire qu'on aime toutes les politiques qui sont menées à l'échelle européenne ou qu'on ne pense pas qu'il faille changer les institutions européennes, changer les orientations politiques à l'échelle du continent, mais c'est par l'Europe qu'on va s'en sortir. Si l'Union européenne, c'est pour avoir un texte sur les travailleurs des plateformes qu'on a défendu, un texte sur le devoir de vigilance des multinationales, je suis pour. Si c'est pour des accords de libre-échange, si c'est pour le grand retour de l'austérité et des coupes dans les budgets qui va sacrifier nos services publics, nos écoles, nos hôpitaux, je suis contre. Je voudrais désormais vous proposer de regarder une vidéo. J'ai un désaccord de fond avec ceux qui pensent que l'élargissement est en quelque sorte aujourd'hui la téléologie de l'Europe. Parce que pour plusieurs États membres, c'est ça la réalité. Je crois que c'est une erreur profonde de raisonnement. En tout cas, ça n'est pas l'Europe que je veux. Ça ne marche pas bien à 27, comment on explique que ça marche mieux à 28, 29, 30, 32 ? On vient d'entendre Emmanuel Macron expliquer que l'élargissement n'est pas la finalité de l'Union européenne. C'est un débat vieux comme l'UE, mais la question s'est reposée depuis le début de la guerre en Ukraine. Faut-il, selon vous, élargir l'Union européenne ? Moi, je considère qu'il serait irresponsable d'élargir encore le processus, puisqu'on voit bien qu'il y a beaucoup de dysfonctionnements actuellement à 27. Donc commençons déjà par régler ces dysfonctionnements avant d'ouvrir le marché commun et donc une nouvelle concurrence déloyale avec des pays qui, je rappelle, n'ont pas les mêmes normes sociales, fiscales et environnementales que nous.
il faut élargir l'Union européenne aux pays qui sont prêts à rentrer dans l'Union européenne et qui sont aujourd'hui candidats. Et je pense qu'il faut le faire en réformant profondément les institutions de l'Union européenne. Élargir pour élargir le champ de la compétition du tous contre tous, qui est encore plus de délocalisation d'usines, au final ça abaisse le niveau de protection sociale, les salaires de tout le monde, mais c'est une folie. C'est une folie. Et pour moi, on se pose la question à l'envers. Il faut d'abord une harmonisation sociale, fiscale et environnementale. Donc il faut des critères très clairs d'harmonisation. Et aujourd'hui, ils ne sont clairement pas respectés. Le contexte politique a changé avec la guerre en Ukraine, évidemment. Aujourd'hui, on a une configuration qui est différente, avec un pays qui est agressé aux portes de l'Union européenne. L'Ukraine a vocation à avoir un destin européen, mais ça ne se fera pas sans conditions. Pas demain matin, pas sans réforme de leur côté, pas sans réforme de notre côté. Non, je ne le crois pas. Aujourd'hui, nous avons d'abord besoin de réformer le processus de décision en Europe. Et donc commençons par aplanir les choses, par voir comment réformer l'Europe de l'intérieur avant de l'élargir encore. L'Europe, c'est un projet de paix, de prospérité partagée, un projet de démocratie à laquelle les peuples doivent avoir le droit d'aspirer, de candidater. Et nous, les écologistes, nous voulons que l'Europe soit socialement et écologiquement respectueuse. Si on arrive à changer l'Europe pour qu'elle puisse répondre à ces enjeux-là, alors oui, elle doit pouvoir être élargie. Un autre sujet, celui des différents lobbies, régulièrement fustigés par tous les bords de l'échiquier politique. On les accuse de corrompre l'Europe, les eurodéputés, d'être trop présents à Strasbourg, à Bruxelles. Pourtant, leur pratique est très encadrée. La Commission européenne a renforcé les contrôles avec des registres de transparence. Faut-il davantage encore, selon vous, réguler leur activité ? Oui. Oui, 2 fois oui, 3 fois oui. On a besoin de séparer les lobbies des institutions. Je peux vous prendre l'exemple du gaz. Ce sont les opérateurs gaziers eux-mêmes qui donnent à l'Union européenne des études qui leur disent voilà quelle est la consommation de gaz et voilà quel est l'argent public dont nous avons besoin pour développer nos activités de gaz. C'est quand même fou. C'est comme si, vous voyez, on demandait à un dealer de lutter contre la drogue. Indéniablement, puisque la dernière grosse affaire en date, elle a touché en particulier des élus de gauche, c'était le fameux Qatargate dont on apprenait que des liasses de billets par millions circulaient à l'initiative du Qatar pour donc obtenir une influence auprès de ces élus de gauche. Et donc c'est évident qu'il faut être extrêmement lucide sur le fonctionnement aujourd'hui de ces boîtes noires qui influent de manière dramatique sur les politiques européennes. Les institutions européennes, c'est vraiment le temple des lobbies. Et moi, une des choses pour lesquelles je me suis battue, c'est interdire les rémunérations annexes. Les indemnités d'élus, elles sont très confortables. Vous vivez très bien. Moi, je pense que d'ailleurs, il faut les diminuer. Mais vous ne pouvez pas en plus travailler comme un quart des députés européens pour des lobbies ou des entreprises. Moi, je voudrais quand même dire qu'en France, on a une vision un peu caricaturale des lobbies. On a besoin des lobbies. Une association qui défend les droits des personnes en situation de handicap, c'est un lobby. Simplement, évidemment, on va caractériser le bon lobby ou le mauvais lobby. Mais on a besoin, en tant que parlementaire, d'entendre l'ensemble des acteurs. C'est le rôle du parlementaire d'écouter et après de faire son choix en responsabilité et en toute indépendance des lobbies. Il faut réguler davantage l'activité de ces lobbies, mais il ne faut pas penser que c'est à l'échelle européenne que les lobbies sont toujours présents et que par contre à l'échelle nationale ils ne le sont pas. La clé, c'est de garantir que les députés soient plus transparents, on accepte ces règles, c'est d'obtenir que les entreprises soient plus transparentes aussi, mais aussi les ONG, je me permets de le dire, parce que pendant longtemps on a vu des organisations qui servaient de manière consciente ou inconsciente les intérêts de puissances étrangères. Je pense par exemple à des ONG qui ont milité contre le nucléaire et qui étaient financées pour partie par des grands producteurs de gaz russes. Il y a aussi un vrai sujet de protection de nos démocraties à travers cette transparence. En parlant d'identité européenne, je voudrais aussi qu'on parle aujourd'hui d'un droit fondamental, le droit à l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Ce droit a refait surface dans notre actualité, dans le débat politique français, avec l'inscription dans la Constitution française du droit à l'IVG le 4 mars dernier, alors que dans d'autres pays européens, je pense à la Hongrie, à l'Italie, à la Pologne, ce droit est menacé pour des millions de femmes. On voit cet article du Point dire qu'en Hongrie, avant une IVG, une femme devra écouter le cœur du fœtus. Est-ce que selon vous, il faut adopter le droit à l'IVG au niveau européen pour être certain que ce droit soit bien garanti pour toutes les femmes européennes ? Oui, 1000 fois oui. Je veux qu'on puisse dire une bonne fois pour toutes, inscrire à jamais à l'éternité, mon corps, mon choix, on a le droit de décider pour nous-mêmes. Et je pense que ce sera un combat très important pour construire sur la première victoire qu'on a eue en France, premier pays à inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution. La prochaine étape, droit à l'avortement dans la Charte européenne des droits fondamentaux, et vous pourrez compter sur moi. Vous savez, l'Union européenne, elle a des compétences. Il y a des sujets qui relèvent de sa responsabilité et d'autres qui n'en relèvent pas.
Et en France, on vient de voter l'inscription de l'IVG dans la Constitution. C'est un débat national, il a réuni notre propre démocratie. Je crois que demain, ce serait aberrant d'imaginer que les Français vont faire la loi pour d'autres pays européens sur des sujets comme cela, où il n'y a pas de véritable valeur ajoutée européenne à statuer ensemble. Le droit à l'IVG, c'est la liberté pour chaque femme de disposer de son corps. Et ça doit faire partie des valeurs fondamentales qu'on garantit à chacune des femmes partout en Europe. Donc oui, c'est fondamental, on l'a inscrit dans la Constitution française, on doit l'inscrire dans la Charte européenne des droits fondamentaux et on va se battre pour. Déjà, le droit à l'IVG n'est pas menacé à l'Italie, contrairement à ce qui est dit. Et non, je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit à l'Union européenne de s'occuper de ces sujets. Je considère qu'aujourd'hui, ce sont aux gouvernements élus démocratiquement qui ont la légitimité populaire de choisir les politiques qu'ils ont envie d'avoir sur ce sujet extrêmement intime et extrêmement sensible. La constitutionnalisation du droit à l'IVG a été un moment extraordinaire en France. Mais désormais, il faut se battre, et ce sera vraiment notre engagement, se battre tous les jours pour l'inscrire, ce droit à l'IVG, dans la Charte des droits fondamentaux à l'échelle du continent européen. Beaucoup de partis en France disent qu'il faut inscrire le droit à l'IVG dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Nous, les écologistes, nous le disons aussi. Mais nous agissons. Nous nous battons encore aujourd'hui pour inscrire ce droit à l'avortement dans la Charte des droits fondamentaux. Si nous nous mobilisons toutes ensemble à travers les frontières en solidarité, alors nous pouvons garantir ce droit, non seulement pour nous, mais aussi pour toutes les femmes sur le territoire européen. Je pense que nous en sortirions tous grandis. Certains droits LGBT font partie de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Je pense par exemple au droit à la non-discrimination en fonction de son orientation sexuelle. Mais ces droits sont loin d'être respectés partout en Europe. En Hongrie, par exemple, une chaîne de magasins a écopé d'une amende parce qu'elle vendait ce livre. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez, on ne le connaît pas forcément en France. Ce livre, c'est Heartstopper. C'est l'histoire d'une romance entre deux garçons, une histoire d'amour naissante entre deux garçons, selon les mots employés par Viktor Orban. La chaîne de magasins n'avait pas placé le livre sous emballage hermétique. Ma question est simple, faut-il davantage protéger le droit des personnes LGBT à l'échelle de l'Union européenne ? Oui, il faut non seulement davantage les protéger, mais il faut passer à la vitesse supérieure. Quand on voit des États comme la Hongrie, Viktor Orban, des zones aussi, il y a eu en Pologne LGBT free où les LGBT pouvaient même pas aller. Et c'est pour ça que de ce point de vue-là, il y a une hypocrisie totale vis-à-vis de la Hongrie, Viktor Orban, qui au final a fait son chantage comme il voulait et continue à bafouer aujourd'hui ses droits. Il faut davantage les protéger, ces droits, mais il faut surtout s'attaquer à ceux qui, s'adonnent comme Orban à la persécution. Par exemple, quand il y avait des zones LGBT free, on autorise tout à ces autocrates en devenir, et en particulier la persécution des minorités et des personnes LGBT. Donc, à mon avis, là, il y a le cœur de la faiblesse des dirigeants européens. Toute forme de discrimination ou de violence à l'égard des personnes, quelles que soient les raisons, sont insupportables et intolérables. Donc ça, c'est le principe de base. Maintenant, moi, je m'oppose à ce qu'il y a aujourd'hui au niveau européen comme au niveau français, c'est-à-dire une forme d'activisme militant LGBT qui souhaite imposer un certain nombre de mesures, comme par exemple les mères porteuses, ou encore la théorie du genre, qui aujourd'hui inonde jusque dans l'école publique et qui laisserait entendre à des enfants ou des adolescents mal de leur peau qu'ils se sentiraient mieux en changeant de sexe parce que soi-disant ils seraient nés dans le mauvais corps. Oui, on l'a fait beaucoup avec la majorité présidentielle au Parlement européen depuis 2019. On le voit partout en Europe, y compris en France aussi, il y a des agressions vis-à-vis des personnes LGBT. Donc c'est important de pouvoir leur garantir le respect de leurs droits. Et à ceux qui prétendent qu'il n'y a pas de sujet et que c'est pas à l'Europe de s'occuper de ça, pardon, mais dans les traités, il y a le principe de non-discrimination qui sont au cœur des valeurs européennes. Ce qui est fondamental, c'est que l'Europe, c'est un continent, je le disais tout à l'heure, qui est uni par des principes. Et au titre de ces principes, il y a le respect de la dignité de toute personne, quels que soient ses choix de vie ou son orientation sexuelle, par exemple. Et donc, il est absolument nécessaire, en effet, que nous luttions tous ensemble en Europe contre ces discriminations. Oui, il faut continuer à se battre. Vous l'avez dit, les droits sont en partie déjà inscrits dans la Charte des droits fondamentaux. Ça veut dire qu'il faut les faire respecter. Ça veut dire aussi qu'il faut faire respecter derrière l'état de droit en Europe. En l'occurrence, quand un État s'écarte autant de l'état de droit que ne le fait la Hongrie de Viktor Orban, eh bien, il faut les suspendre, cesser de leur apporter des fonds européens, mais aussi leur retirer la présidence du Conseil de l'Union européenne qui devrait commencer le 1er juillet prochain, parce que ce ne sont pas tant les droits que la volonté politique qui manque aujourd'hui.
L'un des principes inscrits dans les traités européens, c'est la question de l'égalité femmes-hommes, notamment sur la question des salaires. Pourtant, on va le voir à l'écran, en 2021, sur ces données d'Eurostat, les femmes gagnaient 12,7% de moins que les hommes dans l'Union européenne, dû à différents facteurs structurels, notamment la surreprésentation de femmes dans des métiers moins rémunérés, le plafond de verre, ou encore le fait qu'elles travaillent plus à temps partiel et donc moins à temps plein que les hommes. Comment vous réagissez face à cet écart ? Cet écart nous montre tout le chemin qui reste à parcourir. C'est insupportable. C'est insupportable. C'est un scandale. La vraie clé pour moi, c'est de faire en sorte que demain, toute personne, femme ou homme, puisse construire les choix de vie qui lui appartiendront. Et donc, il faut réussir à faire en sorte, je le disais tout à l'heure, que le travail paye mieux pour tout le monde. Et ça, c'est un sujet majeur. Et là encore, sur la question de l'inégalité entre les hommes et les femmes, on a beaucoup de chemin à faire. L'égalité réelle n'est pas encore là. Et ce que nous proposons, nous, c'est la clause de l'européenne la plus favorisée. C'est donner à toutes les femmes européennes ce à quoi ont accès en termes législatifs les femmes en Europe qui vivent dans les pays les plus progressistes en matière de droits des femmes. Vous imaginez, vous et moi, si on faisait le même boulot et je gagnerais 12% de moins que vous. C'est un scandale et c'est lié à tout un tas de choses, mais au manque de règles contraignantes pour les entreprises pour qu'à travail égal, il y ait un salaire égal, première chose. Et deuxième chose, c'est la construction des carrières professionnelles, et notamment pour les femmes qui ont des enfants dont les carrières sont interrompues. Moi, je considère que ce n'est pas à la Commission et à l'Europe de s'occuper du droit du travail. Ça doit rester pour moi, comme le droit social, une compétence nationale, puisque je pense une fois de plus que ce sont les pays qui sont les plus à même de pouvoir répondre à ces thématiques, tout simplement. C'est insupportable et il faut se battre, mais je veux dire, pour le coup, à celles et ceux qui nous écoutent, que l'Union européenne aide à avancer sur cette question. Nous sommes plus de 40% de femmes au sein du Parlement européen, ce qui en fait l'un des parlements les plus féminisés de l'ensemble de l'Union européenne. Nous avons réussi à avancer sur la transparence sur les salaires, justement pour réduire cet écart. Évidemment, c'est inadmissible. Et au niveau de l'Union européenne, on a travaillé sur des propositions. On a une directive sur l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. On a aussi des textes pour imposer des seuils minimaux de participation des femmes dans les boards des grandes entreprises. Il nous reste encore beaucoup à faire, mais la dynamique politique, elle est enclenchée sur la base de ce qui a été fait en France. Pour finir sur l'identité européenne, je vous propose qu'on écoute un dernier message vocal. Salut Gaspard, je m'appelle Emma, j'ai 16 ans. Je suis belge et je vis à Bruxelles. Depuis quelques mois, la Belgique a adopté le droit de vote à 16 ans, donc je voterai pour les européennes en juin prochain. Et je me demandais si vous alliez faire pareil en France. Bonjour aux candidats français, bisous. On vient d'entendre une abonnée belge, Emma. La Belgique est en effet devenue le 4e pays de l'Union européenne à adopter le droit de vote à 16 ans. Faut-il que les jeunes Français de 16 et 17 ans puissent voter en juin prochain, ou en tout cas pour les prochaines élections ? Je suis plutôt pour. Non, je ne le souhaite pas. Moi, j'y suis favorable. Oui. Et je crois que la priorité n'est pas forcément de faire évoluer cet âge. Oui, et 1000 fois oui. Quand on a 16 ans, on a déjà le droit d'être en conduite accompagnée, de conduire un scooter. On paye déjà la TVA quand on va faire nos courses. On a la majorité sexuelle. Il est temps qu'on ait la majorité électorale. Je considère que l'exercice citoyen appelle quand même une certaine instruction, formation, discernement, et je suis pas tout à fait sûre qu'à 16 ans, on ait encore abouti à ce discernement. Je pense que le plus tôt on peut sensibiliser aux enjeux politiques, et en l'occurrence aux enjeux européens, le mieux c'est. C'est ce que nous demandons chez les écologistes depuis plus de 20 ans déjà. Et oui, quand on a 16 ans, on est suffisamment mature pour avoir son mot à dire sur la politique européenne. C'est pas seulement la question de l'âge à laquelle on peut voter. Aujourd'hui, en France, c'est 18 ans, et je crois que la priorité n'est pas forcément de faire évoluer cet âge, mais la question, c'est de savoir dans quelle mesure vous avez la possibilité d'exprimer votre liberté. La démocratie, elle est constituée par le fait que vous avez accès à l'information, que vous pouvez vous approprier les enjeux des responsabilités politiques que vous avez comme citoyen. On a de plus en plus de mal à vivre un débat public authentiquement pluraliste, à vivre un débat respectueux des opinions différentes. Et si vous voulez être vraiment des citoyens, ne demandez pas seulement à quel âge vous pourrez voter, mais demandez-vous comment vous serez prêt à faire un vote qui soit vraiment l'expression de votre liberté authentique. Je suis plutôt pour. Pour moi, la vraie question, c'est d'amener les jeunes de 18 ans qui ont déjà le droit de vote dans les urnes. C'est de leur montrer qu'en fait, leur voix compte. On ne fera pas vivre notre démocratie sans la jeunesse. Donc moi, ce que je veux, c'est que cette campagne leur donne envie à ceux qui ont le droit déjà d'aller dans les urnes et d'utiliser ce pouvoir qui est le pouvoir de voter et le pouvoir d'être citoyen.
Vous avez regardé VS, ma série d'interviews pour les européennes. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours sur ma chaîne YouTube.